Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette salle de projection de l'école 3IS. Avant de vous présenter donc la table ronde d'aujourd'hui, je vais d'abord laisser la parole à Émilie Delattré, donc de l'école qui nous accueille et qu'on le remercie chaleureusement. Bonjour à tous. Donc, l'école 3IS dispense des formations à la croisée de l'art et de la technique. 3IS Bordeaux regroupe la filière cinéma, théâtre, spectacle vivant, son, animation, jeux vidéo. Et nous vous souhaitons la bienvenue et c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour cette table ronde de nouvelles formes d'emploi dans la culture. En effet, les métiers de la culture évoluent, offrant des perspectives de mutualisation et de coopération qui sont des leviers intéressants de sécurisation des postes et des activités professionnelles. Et l'objectif d'une école étant avant tout de permettre aux étudiants de trouver un emploi, il nous paraissait tout à fait évident aussi d'accueillir et de réfléchir ensemble sur ces nouvelles perspectives. Donc je vous réitère à nouveau la bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci de nous accueillir pour cette table ronde dans cette école. Donc table ronde qui s'inscrit dans le cadre, je le rappelle, du Forum Entreprendre dans la culture, organisé par l'agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vrai que c'est d'organiser cette table ronde avec cette thématique dans cette école, c'est pas anodin. On va le voir. Ça pose des questions effectivement sur l'emploi, les formes d'emploi à venir, et donc qui concerneront la plupart, sinon la totalité de vos étudiants. D'ailleurs, on le rappelle, dans le public, donc vous êtes à peu près 40% d'étudiants, d'étudiantes de cette école et 60% de professionnels qui suivent l'ensemble du forum. Je me présente, je m'appelle donc, je suis Sylvain Cousin, chargé de mission à l'agence culturelle Nouvelle-Aquitaine au sein du pôle accompagnement. Simplement pour vous rappeler que donc est une agence qui a deux axes. L'axe accompagnement, donc qui accompagne les opérateurs culturels, soit de manière individuelle ou collective, qui accompagne les politiques publiques, les collectivités. Et puis autre axe, l'observation, donc c'est un observatoire qui publie des études, qui fournit des données sur la culture en Nouvelle-Aquitaine. Et un de nos principes d'action, c'est de travailler systématiquement en commun, en collectif, en coopération. Et donc cette table ronde a été pensée et a été imaginée donc avec le pôle de compétences culture et richesses humaines, avec le groupement d'employeurs AGEC et la CAE Culture, Consortium Culture, qu'on va vous présenter tout au long de notre exposé ce matin. Lorsqu'on s'est réunis effectivement pour réfléchir à ce programme, il nous a paru important en fait de vous proposer en fait ce temps de réflexion et d'information sur les différents types d'emplois, donc les emplois mutualisés, les emplois partagés d'une part, et puis les emplois salariés en coopérative ou l'entrepreneuriat salarié d'autre part. Ce que je peux vous dire simplement en guise d'introduction et peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, rappeler le grand cadre de l'emploi effectivement. Donc vous avez d'une part en général donc soit vous êtes salarié donc dans une entreprise, vous vendez votre force de travail contre une rémunération, vous la vendez à un entrepreneur qui lui possède les moyens de production, ça d'une part, et donc vous pouvez être employé selon certains types d'emploi ou dans certaines conditions de travail. Donc ça peut être en CDI, donc sans date de péremption, ou en CDD avec date de péremption. Ça peut être des emplois à temps plein, des emplois à temps partiel, et puis effectivement ça peut être aussi des emplois intermittents, donc intermittents du spectacle, notamment pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et on développera tout ça. Donc ça c'est les différents types de conditions de travail, ou soit vous êtes entrepreneur, donc vous mettez en œuvre vous-même vos propres moyens de production, vos créations, et quand c'est possible vous versez une partie des recettes.
Donc, et dans la culture, dans la création, on retrouve beaucoup de formes d'emploi, d'entrepreneurs sous statut d'indépendants. Et parfois, on peut être à la fois entrepreneur et salarié, et ça, on va le voir ensemble. Donc en résumé, soit vous êtes salarié pour le compte de quelqu'un, soit vous êtes entrepreneur pour votre propre compte, ou parfois les deux. Et peut-être vous donner quelques chiffres sur l'emploi dans la culture en Nouvelle-Aquitaine pour commencer, pour voir un peu le cadre générique. Petite question comme ça, d'après vous, combien de personnes ont pour emploi principal un travail dans le secteur culturel en Nouvelle-Aquitaine? Je vous laisse réfléchir. Des suggestions? Combien de personnes ont pour emploi principal un travail dans le secteur culturel en Nouvelle-Aquitaine, sur la région? On doit être, alors je vais dire une bêtise, 5 ou 6 millions d'habitants? Non? D'habitants en Nouvelle-Aquitaine, et donc sur l'emploi spécifiquement, à peu près 35 000 personnes. Soit 1,6% des actifs en Nouvelle-Aquitaine. Les trois principaux secteurs qui embauchent, c'est le spectacle vivant, 7000 personnes, l'édition écrite, 7000 personnes, ou le cinéma, l'audiovisuel, 4000 personnes. Tout ceci en équivalent temps plein, bien sûr, donc c'est-à-dire sur du temps plein. Donc ça représente... Oui, en ETP, en équivalent temps plein. Voilà, donc il y a plus de personnes concernées, mais en nombre de postes, voilà, c'est plutôt en nombre de postes, pardon. Vous dire aussi que concernant les annexes 8 et 10, donc l'intermittence du spectacle, spectacle vivant, cinéma audiovisuel, on compte environ 19 000 intermittents en Nouvelle-Aquitaine, donc de personnes qui ont eu au moins un contrat CDDU, contrat intermittent. Dont 12 000 artistes et un peu plus de 6 000 techniciens. Vous dire aussi, qu'est-ce que je peux vous donner comme chiffre un peu de cadrage, en termes d'établissements culturels qui emploient des personnes, on compte en Nouvelle-Aquitaine 6 500 établissements culturels, dont 1 700 exclusivement dans le spectacle vivant. Voilà, ceci pour vous donner un peu des cadrages. Tous ces chiffres, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Je vous le disais, c'est le pôle observation ressources qui fournit ces chiffres, qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup d'études voilà, que vous pouvez retrouver. Et parmi ces chiffres, il y a aussi celui qui concerne l'emploi dans les coopératives. Et quand on prend l'ensemble des employeurs spectacles vivants, donc vous avez différents types d'employeurs, ça peut être des sociétés, des associations ou des coopératives, et les coopératives comprennent 0,02% des employeurs. Donc c'est encore confidentiel, et en même temps c'est un modèle qui se développe, à développer et à soutenir, et on va donc en parler ensemble aujourd'hui, des différents types d'emplois, emploi partagé ou entrepreneuriat salarié. Donc je vous propose ici, pour cette séquence qui va nous amener jusqu'à 12h30, on va dire, de laisser la parole à nos différents intervenants. Donc on a d'abord monté cette rencontre avec Chloé Rouget de Co, Charlotte Parceau de Consortium Coopérative et Sébastien Lévesque d'AGEC, et on a choisi aussi donc de laisser beaucoup la parole à certains de vos collaborateurs, trices, associés, pour aussi laisser la place à des témoignages justement sur concrètement votre travail, votre emploi dans le cadre d'emploi partagé ou d'emploi en coopérative. Donc merci à vous toutes et tous. Pour commencer, peut-être je vais laisser la parole à Chloé pour un peu poser un cadre en fait sur ces questions-là. En tout cas, d'une part présenter Co. Présenter Co, et puis peut-être nous donner quelques clés sur les enjeux de l'emploi dans la culture, et quels besoins vous avez identifiés, et quels besoins au sein de votre écosystème vous essayez de répondre.
Bonjour à tous, donc moi je suis Chloé Rouget, je suis responsable de projet Richesses Humaines au sein du pôle Culture et Richesses Humaines qui est situé à Bègles, en fait qui est un pôle qui regroupe plusieurs activités, donc deux groupements d'employeurs, Sébastien va en parler plus précisément, pour le secteur culturel et ESS, une coopérative de formation et de conseil qui s'appelle Confer, et une association de recherche et développement autour des questions d'emploi, de conditions de travail, de compétences dans le secteur culturel et ESS. Donc moi je travaille plus spécifiquement pour cette association et en fait nous notre quotidien c'est de réfléchir à comment on peut améliorer les conditions de travail, comment on peut mieux travailler, comment on peut répondre à des grandes questions du secteur, la précarité, l'attractivité du secteur, les métiers en tension. Voilà, globalement, on travaille sur ces enjeux-là. En fait, on travaille sur le travail, quoi. Et donc, on accompagne des collectivités sur des projets spécifiques. Par exemple, on est en partenariat avec le département de la Gironde sur la question des écoles de musique et notamment des cadres d'emploi dans les écoles de musique, l'organisation générale, les enjeux de ressources humaines. Voilà, on est à la fois dans la réflexion et dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on mène des recherches-actions. En général, on fait des états de lieux pour bien comprendre ce qui se passe dans ces écoles de musique et ensuite proposer des pistes d'action. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on est en transversalité, c'est-à-dire qu'on est en lien autant avec la filière musique, mais le théâtre, la danse, le cinéma et le livre, sur différents enjeux, parce que ce sont évidemment pas les mêmes, mais donc voilà. Et on a aussi un grand pan de notre activité qui est sur l'amélioration des conditions de travail dans le secteur culturel. Et là, c'est en partenariat avec l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail qui s'appelle l'ARACT. Et dans ce cadre-là, on accompagne des structures qui font partie du groupement d'employeurs AGEC et COECO pour l'amélioration de leurs conditions de travail sur le management, par exemple, sur la mise en place du télétravail, sur l'implication des bénévoles. Donc voilà, on est adossé à la coopérative dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Confer, avec des consultants pour essayer d'avancer sur ces enjeux-là. Donc là, aujourd'hui, en tout cas, les grandes questions, on va dire, qui traversent le secteur et sur lesquelles nous on est actifs, c'est l'attractivité du secteur culturel, parce qu'il y a une perte d'envie de travailler dans ce secteur-là qui est plus prégnant, on va dire, depuis la crise du Covid, et donc avec des métiers qui sont en tension. Sébastien travaille là-dessus tous les jours sur le recrutement et les conditions de travail. Vraiment, on est très très régulièrement sollicité là-dessus. Voilà. Donc je vais passer la parole à Sébastien. Oui, effectivement, dans un deuxième temps. Ouais. Parole à Sébastien avant de laisser la parole donc à certains témoins. Mais Sébastien, effectivement, nous présenter donc ce groupement d'employeurs AGEC. Oui, ce que vous y faites et quel est le public avec lequel vous travaillez. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc Sébastien Lévesque, je suis chargé de mission RH pour les groupements d'employeurs AGEC & Co et COECO. Pourquoi deux groupements ? Parce qu'il y en a un qui accompagne les structures fiscalisées et l'autre les structures qui ne le sont pas. Aujourd'hui, les groupements d'employeurs AGEC & Co existent depuis une quinzaine d'années. Ça correspond à près de 120 adhérents sur l'ensemble du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, en allant de Poitiers jusqu'à Biarritz, en passant par la Creuse et la Dordogne. Donc 120 adhérents qui peuvent être des associations, des collectivités territoriales, des agences, des institutions comme l'IDAC, ça peut être aussi l'ALCA, et évidemment donc principalement des associations de danse, de théâtre, des boîtes de prod de musique, ça peut être aussi des librairies, des cinémas. Voilà. Donc on a une diversité d'adhérents au sein de nos groupements d'employeurs et on a, pour répondre aux besoins de nos adhérents, 45 co-salariés. Ces 45 co-salariés donc, sont pour 43 en CDI, puisque la raison d'être des groupements d'employeurs est de déprécariser l'emploi dans le secteur culturel et ESS. Alors comment est-ce qu'on déprécarise ? Déjà en proposant
un contrat en CDI. On vient essayer donc de contrer les relations qui sont précaires quand on est via l'intermittence ou via l'auto-entrepreneuriat. On vient aussi aider et soutenir nos acteurs du secteur culturel et ESS, puisque ces derniers ont des budgets et des besoins qui peuvent correspondre à une mission de seulement 1 jour par semaine. Voilà, l'association, elle peut avoir un besoin qui correspond qu'à 1 jour par semaine de travail, ou elle peut avoir aussi que le budget relatif à 1 jour par semaine pour commencer à se développer et soutenir les directions artistiques qui ont porté ce projet jusqu'à présent. Donc nous, on vient écouter et prendre ces besoins-là pour construire ensemble avec ces associations des projets d'emploi regroupant par exemple une association 1 jour par semaine, 2 autres associations 1 jour par semaine et enfin 3 petites sur une dernière journée. Ça permet de proposer des emplois en CDI sur du temps plein. Et nos salariés, du coup, ont la garantie de rester sur du temps plein. Si une association doit diminuer son temps de travail pour des raisons budgétaires ou autres, eh bien, une autre mission sera proposée à notre salarié. Et nous, on est derrière pour accompagner nos salariés en termes d'évolution de carrière, en termes de formation. Voilà, ça permet d'apporter, de créer des emplois non précaires dans le secteur culturel et ESS. Donc aujourd'hui, je suis accompagné donc par 2 de nos co-salariés qui vont pouvoir un peu témoigner de leur expérience, à qui je vais passer du coup le témoin. Je reviendrai en fin de présentation, de table ronde sur l'emploi concernant le cinéma, puisqu'on a 9 médiateurs cinéma parmi nos 45 co-salariés. Un peu court. Ouais. Bonjour, moi je suis Florence Boileau, je suis salariée à la GEC depuis 2014. À la base, c'était une reconversion professionnelle parce que j'étais infirmière. Reconversion que j'ai faite après m'être formée à la fac de théâtre et dans la formation professionnelle Comédia, qui est à l'IUT de Bordeaux 3. Actuellement, je suis donc mise à disposition. Donc, je travaille pour 2 associations différentes. Une qui s'appelle Son de Toile et une autre qui s'appelle l'Atelier Expression des 2 Rives. Ces 2 associations sont basées en Sud-Gironde. Et depuis que je suis là, j'ai aussi travaillé pour 4 autres associations. Et la particularité, c'est que parfois, ce sont des associations qui sont des vrais collectifs, avec des vrais fonctionnements à plusieurs personnes. Et parfois, c'était des associations où c'était un artiste qui avait monté son projet sous forme associative, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives dans le spectacle vivant quand on veut mener un projet. Et du coup, là, c'était pas du tout le même rapport, forcément, quand j'étais salariée pour une personne qui était toute seule. Et ça m'est arrivé aussi de travailler pour une collectivité territoriale. Moi, j'ai la particularité de ne pas être sur un métier décliné dans plusieurs associations. C'est-à-dire que je travaille en tant que chargée d'administration dans une des compagnies et en tant que médiatrice culturelle dans une autre, où là, j'anime des ateliers autour du théâtre d'objets et de la marionnette. Et le commun, on va dire, c'est tout ce qui est coordination associative. Au début, c'était un petit peu compliqué parce que c'est 2 métiers qui sont quand même complètement différents. Donc, quand je faisais une formation pour l'un, je pouvais pas forcément mutualiser les nouvelles compétences que je développais, ou en tout cas les calendriers n'étaient pas du tout les mêmes aussi, donc c'était un peu complexe. Mais au final, avec mon tempérament, moi ça me va très bien ça complète plutôt mon envie un peu artistique et une autre un peu plus terre-à-terre administrative. Et la particularité, c'est que moi j'ai jamais répondu à une offre d'emploi de la GEC. C'est soit les associations avec lesquelles j'étais déjà en lien, soit moi-même qui ai proposé aux associations de passer par la GEC en fait. Parce que, bon, peut-être tu en parleras, mais il y a plusieurs façons d'entrer au sein de la GEC. Soit c'est la GEC qui fait une offre d'emploi, soit c'est un salarié qui est déjà mutualisé, qui voudrait que ça passe finalement par la GEC. Ou, bon, voilà. Et mon parcours à la GEC, il a été... voilà, ça fait 8 ans, donc ça a évolué. Au début, j'ai eu une grosse phase d'idéalisation. Je trouvais que c'était l'emploi parfait. Après, j'ai eu une grosse phase de critique en me disant je vais sûrement partir et trouver une autre façon de travailler, justement. Alors, j'avais pensé aux coopératives d'activité, je m'étais renseignée avec Coop Alpha, Coaction. Et puis différentes problématiques personnelles, puis la crise du Covid m'ont fait me rendre compte que d'être salarié, le statut de salarié était quand même une qualité... était quand même très confortable et j'ai un peu réouvert les yeux sur les conditions du cadre de mon travail qui m'était offerte et du coup je me suis même dit que j'allais plus m'investir dans l'association. Aujourd'hui moi je suis déléguée du personnel au CA.
parce que je pense que le salariat, c'est à défendre. Et j'avais envie de prendre part à cette réflexion collective, parce que comme toute association, ça fonctionne avec les gens qui y participent. Et après, très concrètement, moi, ce que ça m'apporte, c'est que c'est un cadre de travail très confortable. Chloé parlait tout à l'heure de l'envie de travailler sur l'amélioration du cadre de travail, mais peut-être que ça parlera à des gens dans la salle, mais juste à travailler pour une association qui va nous fournir un ordinateur, c'est pas toujours le cas dans des toutes petites structures. Avec l'AGEC, c'était possible. Un bureau aussi, parce que moi, mes structures n'avaient pas de bureau. Et j'ai pu aller dans les locaux à l'époque où j'en avais besoin. Un vrai accompagnement aussi sur la formation continue. Et donc, les dossiers de prise en charge, qui ne sont pas une mince affaire. Travailler aussi avec des collègues ressources. Là, dernièrement, ils nous ont fait tout un projet, une réunion où on a travaillé sur la question égalité homme-femme. Alors moi, je me disais, moi, ça va, ça se passe bien de mon côté. Et en fait, c'est vrai que spontanément, je ne serais pas allée chercher quelque chose sur ce sujet-là, mais finalement, j'ai appris plein de choses aussi. Et c'est surtout que ça m'a beaucoup appris qu'une association qui a des salariés, c'est une entreprise. Et à partir de là, il y a du droit du travail à respecter. Il y a des choses. Et j'étais un peu dans une idéalisation de ce que c'est que travailler dans la culture, les valeurs, etc. Mais très concrètement, pour ne pas se fatiguer, il faut respecter tout ça. Et là-dessus, l'AGEC m'a accompagnée et par ricochet a accompagné aussi les associations dans lesquelles je travaille, parce que c'est des choses qu'on met en place. Exemple très concret sur les entretiens annuels qu'on a, ça peut paraître très fastidieux, servir à rien. Nous, à l'AGEC, en tout cas, moi, je le vis de façon constructive. Et du coup, dans une des associations, Sans Toile où je suis, on a mis en place pour tous les salariés intermittents des bilans annuels, des temps formalisés qui parlent que de ça. Et en fait, quand on l'a proposé à tous les techniciens et tout ça, ils étaient hyper ravis qu'on mette ça en place. Voilà. Et juste pour dire aussi que pour une association, passer par l'AGEC, c'est quand même un choix qui est pas... Ça peut paraître plus simple de passer par l'intermittence, même si juridiquement, en principe, on n'aurait pas le droit, par exemple, sur les postes que j'ai moi, mais dans la réalité, c'est beaucoup le cas. Mais c'est un choix qui, je pense, est assez vertueux, mais qu'il faut souligner quand même, quoi. Voilà. Je vais rebondir du coup sur ce que a évoqué du coup notre co-salarié Florence. Effectivement, au niveau de la construction de l'emploi, ça peut être soit un nouvel emploi qui est construit avec de nouvelles associations ou des associations qui souhaitent créer un nouveau poste, soit ça peut être un salarié qui souhaite évoluer en termes de mission, et à ce moment-là, on peut lui enlever une des missions sur lesquelles il travaille pour lui en proposer une autre. Soit ça peut être une nouvelle personne, un nouveau co-salarié qui arrive et qui a un projet qui correspond à un besoin du secteur et avec qui on va construire un projet d'emploi en le présentant à des prospects qui sont en attente de ce type de compétences-là. Donc on a ces trois manières de travailler pour créer un poste. Et comme l'évoquait Florence, du coup, effectivement, l'AGEC, il y a une mutualisation aussi des outils. Parce que quand on a un nouveau salarié, il faut lui donner de quoi travailler. Mais par exemple, une licence pour travailler sur la gestion de paie, c'est 3 000 € par an. Ça peut être quelque chose de très lourd à porter quand on a besoin de gestion de paie dans une association. Eh bien, faire passer par l'AGEC, il n'y a pas cette mutualisation à avoir. C'est l'AGEC qui s'en occupe et qui propose les outils pour que le salarié puisse avoir tout ce qu'il faut pour travailler. Matériel et formation en fonction des projets qui lui sont confiés. Oui, et aussi, en fait, je voudrais ajouter quelque chose parce que ce qu'on retrouve beaucoup dans l'emploi dans le secteur culturel, c'est le fait que on n'a pas forcément des temps pleins directement quand on est dans de l'administration ou dans de la diffusion, par exemple, et que souvent ce sont des bouts d'emploi que on va au début gérer peut-être par de l'intermittence parce que c'est ce qu'on connaît mieux. Mais c'est vrai que les groupements d'employeurs, ils permettent ça, en fait, de créer des temps pleins avec tous ces bouts d'emploi. Et tout en ayant un suivi précis RH derrière et d'accompagnement de formation de tout ce qu'on vient de dire, tout ce que Florence et Sébastien viennent de dire. Mais voilà, c'est aussi une des particularités du secteur culturel, c'est que ces bouts d'emploi qui sont un peu divisés et morcelés. Voilà.
Merci Florence pour ce témoignage. Autre témoignage, Chloé Rechsteiner, donc tu es administratrice et chargée de diffusion, aussi salariée de l'AGEC. Donc de même peut-être, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené à travailler aujourd'hui à l'AGEC, et quel poste, quelle fonction tu occupes, et pour quelles entreprises, quelles associations? Oui. Bonjour à tous d'abord. Donc voilà, moi c'est Chloé. Je suis entrée à l'AGEC beaucoup plus fraîchement que Florence. Moi ça fait quelques mois. J'ai été j'ai postulé en mars dernier. Donc moi je suis sur des missions de production et de diffusion. Donc pour rebondir sur ce que vient de dire Chloé, ça fait partie des métiers, la diffusion notamment, qui sont très rarement pris en charge en temps plein dans les structures culturelles, mais ce sont des missions extrêmement chronophages, donc ça fait partie des métiers quand même vraiment en tension. Souvent les gens se réorientent assez tôt dans ces métiers parce qu'ils s'épuisent beaucoup. Les artistes aussi s'épuisent beaucoup. Souvent il y a énormément de structures où les artistes sont leurs propres diffuseurs, et donc voilà, c'est important de le valoriser aussi, ce métier-là, qui est un métier à part entière. Donc voilà, moi j'ai postulé à l'AGEC après 6 ans d'intermittence. Mon dernier emploi se passait bien, mais il a été très 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 impacté par la crise Covid, comme beaucoup de monde, et donc je me suis retrouvée très seule dans mon emploi. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps d'arrêter. Avec la montée en puissance de l'ESS dans notre pays, c'était quand même une direction que j'avais envie de prendre, mais les cultures et ESS aussi, pour justement essayer de réfléchir à l'amélioration de mes conditions de travail et essayer de ne plus me sentir aussi précaire malgré un bac+5. Voilà, ma formation c'est une licence en médiation culturelle et un master pro orienté métier de la culture et du patrimoine que j'ai fait en Guyane. Donc il était aussi, positionné sur l'étude d'une société multiculturelle. Donc il est assez particulier, mais donc avec un bac+5, j'ai quand même continué à rester très très précaire pendant pas mal de temps. Voilà, là c'était l'occasion. J'ai entendu parler de l'AGEC en cherchant un petit peu par moi-même. J'ai été assez séduite par le modèle. Peut-être que je vais être comme Florence, d'abord dans une première phase assez où j'idéalise beaucoup ce qui se passe. En même temps, je pense que j'avais un peu besoin de ça, que ça me fait du bien après plusieurs années compliquées. il faut être réaliste sur ce qu'on vit. Et donc il y a aussi, ma volonté aussi en postulant à l'AGEC, c'était justement de réfléchir au positionnement de mon métier et de me dire, même si ces métiers existent dans le cadre de l'intermittence, là on me propose une solution où je vais devenir salarié en régime général à temps plein, chose que j'imaginais pas, à part en passant des concours de la fonction publique en fait. On est dans ces réalités-là au départ quand on réfléchit à nos métiers. C'est aussi comme ça souvent qu'on nous les présente. On nous présente peu les différentes possibilités qu'il y a d'emploi dans les métiers culturels, que ce soit au niveau artistique ou technique, c'est pour tout le monde pareil. Donc voilà, l'AGEC, c'était pour moi l'occasion et l'opportunité de me dire, allez, on va essayer de sécuriser un petit peu sa vie personnelle, changer de cadre. Donc pour l'AGEC, je travaille pour 3 structures. Le collectif Mixeratum Ergosum, qui est une compagnie de théâtre pour laquelle je suis mise à disposition 3 jours par semaine. C'est la structure avec laquelle je travaille le plus sur des missions donc de production et de diffusion, surtout de production et de développement de la structure. Donc avec eux, j'ai vraiment je m'investis beaucoup avec cette compagnie avec laquelle je passe le plus clair de mon temps. Ensuite, je travaille pour une compagnie de danse, la belle compagnie Isabelle Chevaux, sur des missions de production et diffusion, une journée par semaine, et une autre compagnie de théâtre basée à Saint-Médard-en-Jalles, qui s'appelle la compagnie À coucher dehors, pareil, sur des missions de production et de diffusion. Donc c'est particulier organisé. Ça demande aussi aux structures qui ont adhéré à l'AGEC elles-mêmes de s'organiser parce que pour eux, je suis un investissement quand même. Ils ont des économies, ils ont l'économie qu'ils ont. Les métiers de diffusion, c'est quand même un pari sur l'avenir. Donc pour l'instant, ils parient sur moi en espérant que ça va fonctionner, que ça va leur permettre de continuer à travailler, etc. Donc c'est un engagement de leur part et c'est un engagement aussi dans leur organisation. Ils ont été obligés de réfléchir à
qu'est-ce qu'ils allaient me donner à faire pour une seule journée par semaine. Donc eux, ils ont dû réfléchir à comment s'organiser, comment est-ce qu'ils allaient répartir leurs tâches. Et ça, c'est un travail, je pense, pas évident à mener et qui est mené aussi en parallèle avec l'AGEC sur l'expression des besoins de la part des structures qui y adhèrent et donc ensuite la réalisation des missions du salarié. Donc voilà pour les structures pour lesquelles je travaille et aussi dans le cadre de mon embauche à l'AGEC, on met en place un système de parrainage. Florence est ma marraine, donc il y a un parrainage métier en fait au niveau de l'AGEC entre anciens salariés et nouveaux salariés, parrainage, marrainage, de façon vraiment classique pour s'intégrer dans l'entreprise, avoir une personne ressource à qui poser des questions. Donc on essaye de le faire intelligemment au niveau des métiers. Ma marraine n'est pas une comptable, c'est logique vu les métiers qu'on fait, mais elle pourrait aussi avoir des missions de compta. Mais donc voilà, il y a aussi quelque chose de rapport humain pour partager, pour pouvoir poser les questions qu'on se pose. Moi, c'est un grand bouleversement, un grand changement de travailler pour l'AGEC. Après 5 ou 6 ans d'intermittence, je me pose toutes les questions un peu bêtes et méchantes que les gens dans le monde du travail se posent. Quand est-ce que je pose mes congés? Est-ce que je suis obligée de travailler un jour férié ou pas? Parce que quand on est intermittent, toutes ces questions, on se les pose, mais on n'y répond pas. Parce qu'on n'a souvent pas le choix, pas l'opportunité, pas la capacité. Donc ça me permet un petit peu sur le tard, mais de me poser des vraies questions sur quel cadre d'emploi j'ai envie d'avoir. Donc voilà. Et je tiens à dire aussi que j'ai quand même commencé à travailler pour une municipalité. Donc j'ai aussi pu voir cet aspect-là. C'est ça, mon premier employeur était une collectivité, mon deuxième employeur était des associations. Donc voilà, l'AGEC aujourd'hui me permet de faire un peu le tour de ce que j'ai pu voir comme différents modèles. Voilà. Merci Chloé pour ce témoignage. Merci à vous deux. Peut-être avant de passer au modèle coopératif, je me retourne vers la salle. Est-ce que, au regard de ces deux témoignages et donc sur les conditions d'emploi en général à l'AGEC ou dans un groupe d'employeurs, est-ce que vous avez des questions à poser? Comme on enregistre, je vous prie de parler dans le micro et de vous présenter. Merci. Bonjour, donc moi je suis Laurent Saint-Père, je travaille sur la coordination artistique de l'association 12 Films et je me demandais, les structures, les associations adhèrent à l'AGEC, est-ce que des sociétés qui sont labellisées ESUS peuvent être accompagnées par l'AGEC exactement? Alors oui, au niveau du cadre juridique de nos adhérents, on n'a pas posé de limite là-dessus. Tant que ces adhérents sont du secteur culturel ou interviennent pour les bénéfices du secteur culturel et de l'ESS, le projet, les besoins de l'association ou de la structure seront étudiés pour travailler à la création d'un poste mutualisé. Voilà. Donc pas de limite au niveau de la forme juridique de la structure qui souhaiterait effectivement bénéficier d'un emploi partagé. Autre question là-bas. C'est un petit peu loin. Bonjour, je voulais juste poser la question des adhérents de l'AGEC. Est-ce que ce sont tous des adhérents de Nouvelle-Aquitaine ? Oui, oui, ce sont tous des adhérents de Nouvelle-Aquitaine. L'AGEC, aujourd'hui, avec ses 120 adhérents et ses 45 co-salariés, est le plus gros groupement d'employeurs en France sur le secteur culturel ESS. Mais on a d'autres partenaires vers qui orienter une association qui serait basée, par exemple, en Bretagne ou du côté de Toulouse. Bonjour. François Azria, donc je suis le référent de la filière production à l'école 3IS. Je voulais savoir si une AGEC peut éventuellement avoir vocation ou de l'intérêt à engager des élèves en alternance, des élèves qui sortiraient de l'école et qui seraient dans un parcours d'alternance, donc sur un parcours de fin d'études. Alors, l'alternance, c'est un
tout petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que comme on l'a un peu tous évoqué, on est vigilant sur le cadre. Un contrat d'alternance, c'est un contrat où on va être en accompagnement de la montée en compétences du salarié. On va être en vigilance normalement sur la formation. Or, nos salariés, même si nous sommes l'employeur, c'est nous qui portons le risque juridique, économique et RH, nos salariés seront mis à disposition et travailleront avec d'autres structures. Donc, pourquoi pas de l'alternance, mais on sera très vigilant sur le fait qu'il y ait bien un responsable qui suivra l'alternant au sein, alors là je sais pas, mais ça serait peut-être d'une boîte de production ou d'un cinéma où notre co-salarié ferait son alternance. On n'y est pas fermé. Mais voilà, on a une double vigilance puisque certes on est l'employeur, mais le salarié il sera au quotidien avec une autre structure où il faudra bien qu'il y ait un responsable opérationnel qui suivra son déroulé de formation et qui permettra la montée en compétence de l'alternant. Merci. Une autre question ? Bonjour, je suis Aurore, je travaille dans le marketing numérique et vous parliez donc d'emploi en CDI à temps plein. Est-ce que vous cherchez également des ressources à temps partiel ou c'est vraiment une prérogative d'avoir des salariés à temps plein ? Alors, il y a Florence le partage à ma gauche, elle n'est pas à temps plein. Il y a une différence entre le temps partiel subi et le temps partiel choisi. On pourrait avoir on a des salariés qui pourraient être, pour des raisons médicales, contraints de ne pas tenir un poste à temps plein. Justement, le fait de pouvoir construire un poste avec plusieurs missions peut nous permettre d'arriver sur le volume horaire qui correspond aux souhaits de notre salarié. On peut avoir certains salariés qui ont une vie familiale qui nécessite et qui fait que le salarié ne souhaite pas dépasser les 30 heures semaine ou les 28 heures par exemple, ou tout simplement un salarié qui a une activité d'autrice à côté ou en création artistique qui fait que la personne ne souhaiterait pas être au-delà de 28 heures. On l'écoute et on peut construire un projet d'emploi en ce sens. Oui, voilà, ça, il n'y a pas de souci. On a même accompagné l'année passée une salariée qui a fait un tour du monde en voilier et donc du coup on a ajusté ses missions pour qu'elle ne soit que sur du 12 heures semaine de façon à ce qu'elle puisse travailler à terre dans des espaces de coworking un peu sur toute la planète. Mais bon, voilà, dans l'idée, un temps partiel peut être choisi et il n'y a pas de souci, on peut l'écouter. Ce que l'on veut par contre pas, c'est que notre salarié, on porte un jour et demi par semaine, puis qu'il a un autre contrat à côté, puis qu'il soit indépendant à côté. Ça, par contre, effectivement, on ne portera pas ce type de projet-là parce qu'on n'est pas du tout dans notre raison d'être qui est de déprécariser un emploi. Enfin, un parcours de carrière. Tu te rends compte, Sébastien, qu'en nous présentant les possibilités de travailler et de faire un tour du monde en voilier, vous allez avoir beaucoup d'appels. Il ne faut pas que tous nos salariés nous demandent ça la même année, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais dans l'idée, c'était pour expliciter différents types de situations où on a travaillé sur un emploi à temps partiel choisi. Nouvelle question. Bonjour, vous avez évoqué des salariés dans le secteur du spectacle vivant et également au niveau du cinéma éventuellement. Est-ce que vous avez des exemples en Nouvelle-Aquitaine autour du livre ? Alors, cette année, j'ai travaillé avec le réseau des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine et adhérents de la GEC et au bureau. Donc, on les connaît très bien, on travaille en étroite relation avec eux. On a une co-salariée qui a travaillé dans l'édition du livre, par exemple, qui a travaillé pour 2 maisons d'édition, qui travaille actuellement pour le réseau l'INA. Et grâce à une collaboration avec l'ALCA et l'INA, j'ai créé cette année notre premier poste de libraire partagé. Libraire partagé, c'est un poste de libraire, sauf qu'on a des librairies qui sont parfois débordées, avec des propriétaires qui font du 60 heures par semaine et qui n'en peuvent plus, mais ils n'ont pas encore l'argent pour embaucher quelqu'un de plus à temps complet. Donc on arrive à nouveau sur des sujets de mutualisation avec peut-être une librairie qui va prendre le salarié 2 jours par semaine, plus un peu plus à certains moments de l'année, et une autre librairie 1 jour par semaine avec un peu plus à d'autres moments de l'année. Donc voilà pour les communautés du livre. Effectivement, on travaille avec ce secteur-là. Je
propose de prendre une dernière question. Attends, Sylvain, je veux juste dire quelque chose par rapport au Tour du monde en voilier. Non, mais en fait, c'est un exemple, évidemment, mais ça vient aussi alimenter toutes ces questions autour de l'attractivité du secteur et l'amélioration des conditions de travail. En fait, l'AGEC, parce qu'il y a une grande liberté, ça a permis d'expérimenter plein de choses autour de l'emploi et de permettre de donner envie aussi de travailler dans le secteur avec des nouvelles formes qui sont possibles. Voilà, je voulais juste ajouter ça par rapport au Tour du monde. Merci pour ces précisions. Oui, donc une dernière question et puis après on aura encore l'occasion de discuter, mais après je passerai la parole à Charlotte. Bonjour, je suis Marion et je suis étudiante à Bordeaux-Montaigne en ingénierie de projet culturel. Et je me demandais, vous parliez de spectacle vivant et tout ça, est-ce que vous traitez aussi les arts visuels, arts plastiques, design et ainsi de suite? Oui, le réseau Astre est adhérent, le réseau des arts visuels, par exemple. Donc oui, vraiment tous les acteurs du secteur culturel, je peux travailler avec eux puisqu'il peut y avoir des compétences transférables. Une administratrice ou une chargée de communication pour une association de ce secteur-là pourrait travailler avec une autre association qui serait d'un autre secteur. C'est une source d'enrichissement. Après, on travaille effectivement en fonction des attentes du salarié à construire le poste le plus adéquat possible. C'est toujours un équilibre entre la vitesse à laquelle le salarié souhaite avoir un emploi à temps plein et les restrictions qu'il nous met en termes de projets sur lesquels il veut être projeté. Autre modèle, celui de la coopérative, de l'entrepreneuriat salarié, donc des personnes travailleuses, indépendantes qui se regroupent, donc notamment dans notre exemple au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi, consortium coopérative, et plus particulièrement dans le projet que tu pilotes, Charlotte, donc la Copacabana. Est-ce que tu peux nous présenter, Charlotte, cette coopérative, l'objet de la coopérative, l'enjeu, comment ça fonctionne, et ensuite on laissera la parole donc à Caroline City qui est une des associées de cette coopérative. Pas encore. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, nous, on est justement une autre forme. Donc, nous, c'est plus le principe d'une entreprise partagée et non d'un emploi partagé. Donc, on est des coopératives d'activité d'emploi. Donc, on est dans la famille des SCOP, des sociétés coopératives et participatives. Mais on n'est pas sur un modèle SCOP classique. Par exemple, si on prenait une SCOP d'éditeurs qui vont produire ensemble une ligne éditoriale et avoir la chaîne de production dont on parlait du coup Sylvain, et avoir les salariés qui vont avec. On est une coopérative d'activité d'emploi, ça veut dire que notre objectif c'est d'accompagner de l'activité à l'emploi. Ça veut dire qu'on a des personnes individuelles qui entrent en coopérative et qui vont se fabriquer un emploi en CDI au régime général. Et donc, ces CAE, elles existent depuis 1995, je crois, pour les premières. Et aujourd'hui, on a des CAE métiers culture. On a 7 en France, CAE métiers culture, qui ont été montés, qui sont plutôt à échelon régional. Et dont il y a 3 gros piliers qui ont mobilisé en fait, des acteurs culturels à monter des CAE métiers culture. Le premier, c'est de permettre la pluridisciplinarité artistique et la multi-activité artistique. Pour la faire courte, vous êtes céramiste, photographe, et de temps en temps vous montez sur les planches, vous avez envie d'être comédien, vous avez 3 statuts différents, souvent sur 3 assos différents, avec 3 petits bouts d'emploi différents, puisque vous ne pouvez pas faire les 3 en même temps. Et là, en coopérative d'activité d'emploi, c'est possible. Donc déjà, c'est la première raison, ça a été de permettre cette perméabilité des statuts, et donc on a un statut qui permet d'avoir plusieurs activités artistiques. Le deuxième pilier, c'est de reprendre la main sur la gouvernance. On est une société coopérative, toute notre coopérative est gérée par des artistes exclusivement, et donc c'est eux les pilotes qui décident, qui sont donc associés, ce qu'on appelle, et qui prennent part aux décisions de l'activité et qui orientent l'organisation. Et le troisième pilier, c'est donc l'accompagnement, c'est-à-dire de permettre à des professionnels d'être accompagnés, de mutualiser en fait des problématiques de gestion, de salariat, de mutuelle, etc., etc. Donc tous nos artistes qui rentrent dans la coopérative, artistes et métiers périphériques, on peut avoir aussi des chargés de production, sont accompagnés depuis l'entrée de leur coopérative jusqu'à tout au long de leur parcours professionnel.
Et on va travailler avec eux sur leurs projets. Et souvent, ils sont porteurs d'un projet culturel ou des fois de plusieurs porteurs de plusieurs projets, plusieurs activités. Et ils viennent donc fusionner tout ça au sein de la coopérative. Et donc, on les accompagne sur ce modèle. Et de cet accompagnement qu'on propose, on permet aussi, on a un petit espace qui ne représente pas la majorité des gens dans la coopérative. On a 30 personnes par an qui rentrent ce qu'on appelle en CAP, en contrat d'accompagnement au projet d'entreprise. Et donc, on va permettre à des porteurs de projets qui sont soit en création d'activités, donc qui ont une envie de créer un projet culturel, soit ou au contraire de modifier un projet ou de changer leur trajectoire professionnelle, de venir tester en fait ce projet dans la coopérative. Ce qui fait qu'on prend le risque, en fait, on porte le risque de la création d'activités. Vous n'avez pas besoin de créer de structure juridique, vous n'avez pas besoin de chercher une assurance professionnelle, de créer un compte bancaire, etc. Vous pouvez tester votre projet avant de décider la forme juridique qu'il prendra. Donc on a 30 personnes par an. Voilà. Aujourd'hui, on représente 80 salariés. On a donc une centaine de personnes dans la coopérative, 45 associés artistes principalement qui gèrent la société. Et on a une capacité d'accompagnement sur 6 départements de la Nouvelle-Aquitaine. On aimerait être sur les 12 départements, mais voilà, je pense que vous voyez tous, la taille de la région ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir un développement de société qui serait facile. On tomberait facilement dans le fait d'être une plateforme de transformation d'emploi, ce qui n'est pas du tout la volonté des associés. Au contraire, c'est bien de réduire la voilure, de rester à petite échelle, de rester à échelle humaine. Donc c'est le commandement qu'on a des artistes associés qui veulent qu'on se développe tout doucement et qu'on préserve avant tout les personnes qui sont à l'intérieur. Donc on va avoir dans notre structure des personnes comme Caroline qui sont à la fois multi-activités artistiques ou transformation d'activités artistiques, des gens qui étaient céramistes et qui veulent devenir éclairagistes, ou des gens qui sont en changement ou en tout cas en questionnement, en transition, et qui vont passer par une phase d'essai, une phase de salariat et une phase d'associé salarié. Et donc le statut des personnes qui sont en coopérative d'activité d'emploi métier culture, c'est le statut d'entrepreneur salarié. Donc c'est pas l'intermittence, c'est pas auto-entrepreneur, c'est pas maison des artistes, enfin en tout cas statut d'artiste auteur. C'est vraiment un autre statut, c'est statut entrepreneur salarié. Donc vous êtes au régime général en CDI, mais vous gérez vous-même en fait votre chiffre d'affaires et vous allez mobiliser un chiffre d'affaires qui va être transformé en salaire. Avec, je rentre pas dans toutes les technicités parce que ça prendrait du temps, donc je vais plutôt laisser la main au pourquoi de ces choix-là à Caroline et qu'est-ce qui a fait qu'en tant qu'artiste, elle a fait le choix de la coopérative et ce qu'elle en tire comme avantages et inconvénients. Voilà. Bonjour, je m'appelle Caroline Sittig. Je suis metteur en scène d'opéra, de spectacle et j'ai passé une crise Covid puisqu'il n'y avait plus rien à faire concrètement. Et j'ai rencontré par un newsletter la présentation de Charlotte pour la coopérative Acabana, Coop Acabana, c'est-à-dire la partie Gironde de consortium coopérative. Et je me disais, ouais, ça pourrait être intéressant de ne plus rester toute seule dans mon coin et de rencontrer des gens du secteur culturel pour voir s'il n'y a pas une chose à développer dans ce contexte. Et puisque je fais de l'art visuel, du dessin, de la photographie vidéo pour moi depuis déjà très longtemps, j'ai jamais exploité ça ou exploré, je n'en avais pas une perspective là-dedans. C'est ce secteur-là que j'ai eu la chance d'être accompagnée par eux, en ayant un contrat CAP dans lequel, dans le contexte, j'ai eu tout d'abord déjà toute la base en ce qui concerne ce entrepreneuriat dans le secteur artistique dont je ne connaissais vraiment pas beaucoup et je craignais aussi beaucoup vraiment le côté juridique, administration, comptabilité. Alors tout ce côté où on prend un temps fou dessus pour apprendre et comprendre comment ça fonctionne.
Donc on a plein d'ateliers d'accompagnement d'une équipe de 4 personnes qui concernent aussi la bienveillance du métier, la comptabilité, comment utiliser des logiciels, le sens de la coopérative dans le contexte de se soutenir et de rencontrer surtout aussi d'autres métiers. Il y a des photographes, il y a des designers, il y a des chargés de diffusion, de production, il y a beaucoup d'artisans aussi, céramique, travail du bois. Et ça, c'est très enrichissant parce que déjà, on ne se sent plus tout seul dans ce contexte. Et on a aussi la possibilité, évidemment, de trouver des projets à gérer en commun, ce qui a aussi des avantages côté financier, parce que il y a la TVA qui ne va pas être payée, donc c'est quand même énorme comme soulagement financier de trouver des projets à travailler en commun sous le toit de la coopérative. Donc j'ai pu développer mon travail artistique d'artiste plasticienne miraculeusement très bien, aussi avec le soutien d'une institution qu'ils ont créé, la coopérative à Poitiers, puisque là il y a le siège social principal. Il y a une galerie où il y a les coopérateurs qui peuvent présenter leurs produits, et il y a une partie aussi en galerie. Donc on m'a proposé, tu ne voudrais pas faire une exposition individuelle? Donc j'en étais évidemment enthousiaste, j'ai développé ma conception et j'ai eu la possibilité de présenter mon travail artistique pour la première fois dans une exposition personnelle qui m'a aussi rapporté beaucoup de contacts, d'échanges et aussi des ventes. J'en ai enchaîné avec ça pour développer ici mon réseau à Bordeaux. Entre-temps, j'ai une nouvelle mise en scène d'opéra, et donc là, je viens vraiment dans la situation qui est très avantageuse, que j'ai mes activités différentes qui sont organisées juridiquement sous ce toit. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'adhérer à la maison d'artistes, de faire des demandes d'intermittence. J'ai un accompagnement pour le contrat qui est très important aussi pour vérifier comment les choses sont écrites dans un langage que je connais pas trop bien. Et je fais aussi de la traduction. J'ai la possibilité de monter des projets en tant que productrice dans le spectacle sans devoir créer une association, puisque je suis venue en France il y a 7 ans. Donc pour moi aussi, de rencontrer des gens lors des études pour pouvoir développer une vision ensemble, ça m'a été pas donné. Donc j'ai des avantages aussi sur justement ce côté entrepreneuriat salarié, puisque je suis autonome et dans mon travail, c'est-à-dire je gagne mon argent qui rentre dans la coopérative, et c'est géré pour moi que j'en profite d'un salaire mensuel qui me donne la possibilité d'enchaîner plus tranquillement et d'avoir aussi les cotisations au chômage, parce que ça n'existe pas pour nous artistes normalement, d'avoir une mutuelle qui est très avantageux, et je suis dans un cadre où je suis accompagnée continuellement, c'est-à-dire ce ne sont pas seulement des ateliers durant 2 mois, 3 mois et après on retourne dans son coin, mais quand il y a des questions qui se posent sur des sujets, par exemple comment faire un newsletter, monter des dossiers, il y a toujours la possibilité de se rapprocher de notre équipe, et il y aura des ateliers qui seront organisés autour de ça. Et puisqu'on est dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a des possibilités aussi de faire ça par Zoom, pas devoir se déplacer, et j'en suis très contente et rassurée. Merci beaucoup Caroline pour ce meilleur exemple.
J'aurais peut-être une question, Caroline, par rapport à ton travail artistique. Depuis que tu es comme ça, sur ce statut de coopérative, est-ce que voilà, tu vois des évolutions dans ton travail? Enfin, en quoi ça a impacté en fait ton travail? Ça m'a facilité de m'insérer dans le secteur artistique, spécialement là dans l'art plastique ou visuel, où je ne savais pas comment m'avancer, et cette exposition spécialement, elle m'a donné une confiance dans mon travail et m'a donné la possibilité de me projeter plus dans le futur avec ce travail, parce que la mise en scène d'opéra, ça c'est à très long terme, c'est-à-dire ça ce serait pour le mois de décembre de l'année prochaine, et entre-temps je peux préparer et m'engager dans les réseaux pour trouver les possibilités de participation dans des expositions collectives ou d'organiser moi-même davantage de productions artistiques qui mettent en valeur. Merci. Je ne sais pas si on fait... Sébastien, non, on va prendre des questions. Charlotte, tu voulais compléter? Non, je veux juste compléter. J'ai un peu oublié de parler des projets collectifs. Mais en fait, ce que permet aussi la coopérative, donc il y a la diversité des personnes qui sont à l'intérieur, et il y a la possibilité, in fine, de monter des projets ensemble. Donc le principe de la boutique galerie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce sont des artistes qui se sont dit à un moment donné, pourquoi on n'aurait pas notre propre galerie, pourquoi on n'aurait pas notre propre boutique en fait, voilà. Donc le projet a été, on va dire, accompagné par l'équipe, mais c'est bien eux qui gèrent. Il y a une équipe pilote qui gère la permanence, qui ont cherché le lieu, qui gère le modèle économique, et c'est devenu un projet dans la coopérative, mais qui est géré par un collectif du grand collectif, et du coup c'est vraiment un outil, en tout cas pour nous, de force, de visibilité sur la ville de Poitiers, et puis de flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir la programmation, co-choisir la programmation, et voilà, des projets comme ça, il y en a eu un ou deux autres dans la coopérative, on pourrait en imaginer plusieurs, et ça peut aller très loin en fait dans ce partage de collaboration économique et de projets qu'on peut développer dans une coopérative. Voilà, c'était juste compléter. Oui, ce qui peut être assez puissant dans la mesure où les artistes ne sont pas dépendants d'un galeriste ou d'un centre d'art. Ils créent tout, ils peuvent tout créer par eux-mêmes, avec la possibilité aussi d'avoir des gens de l'extérieur qui travaillent pour la coopérative. C'est pas impossible. Mais ça, c'est vraiment une force, c'est qu'on reprend la main vraiment sur le devenir de leur parcours professionnel, sur le devenir de ce que ça veut dire de faire gouvernance ensemble, de faire société ensemble, de faire collectif. Et du coup, il y a une vraie dimension à la fois économique et de stratégique, de gouvernance, qui fait qu'il y a une reprise du pouvoir en fait d'agir, et il y a une reprise du faire en fait qui est hyper intéressante, c'est-à-dire qu'on n'attend pas, on fait. Et ça, c'est super bien. D'ailleurs, on l'évoque, est-ce que tu pourrais l'expliciter très très clairement, les différents statuts, donc le statut d'associé, ou Caroline, toi tu disais tu n'es pas encore associée, ces différents statuts au sein de la coopérative? Alors c'est pas nous qui avons inventé, c'est une loi, il y a une loi très précise sur les modèles CAE et SCOP et tout, on est vraiment très encadré, de manière très carrée. Donc en gros, vous rentrez pour 3 ans de salariat. Au bout de 3 ans, vous devez devenir associé de la coopérative. Si vous ne voulez pas, vous devez sortir de la coopérative. C'est la loi. L'idée, c'est que personne ne peut être dans la coopérative sans prendre part en fait, au projet commun. Donc, au bout de 3 ans, on devient associé. Donc, ça veut dire qu'on prend des parts, comme la banque, le crédit coopératif, on en parlait tout à l'heure, les mutuelles, les maïfs. Il y a plein de modèles coopératifs qui existent. Et l'idée, c'est que vous êtes associé. Donc, une personne égale une voix. Ça veut dire qu'en assemblée générale, votre voix est prépondérante autant qu'un autre. Il n'y a pas de différence. Et ensuite, on va avoir maintenant, vu qu'on a grossi, on va avoir un comité de surveillance qui va être donc des associés qui surveillent la cogestion. Donc ça veut dire que ceux qui sont gérants, et les gérants ça peut être aussi des associés, sont auto-surveillés par les autres pour le développement de la coopérative. En fait, on est sur un modèle qui est hyper sécurisé en matière de choix décisionnel, de choix de structure et de choix stratégiques. On peut pas se délocaliser. On aurait du mal à se délocaliser, à avoir des bénéfices. Ils sont impartageables en fait, les bénéfices. Donc on est vraiment sur un modèle qui est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ce qui fait d'ailleurs que sur un territoire, quand une CAE culture est implantée, il ne peut pas y en avoir une deuxième. Enfin, vous êtes
Ouais, en théorie, ouais. En théorie, en fait, il y a un règlement d'intervention de la région qui permet de développer, en tout cas, les coopératives d'activité d'emploi, puisque effectivement, toute la part de risque qu'on prend sur l'accompagnement de porteurs de projets qui sont au chômage ou au RSA, c'est nous qui portons ça, donc c'est plus le service d'État, donc forcément, il y a une subvention sur cette partie-là. Après, on a un modèle d'autofinancement qui est assez intéressant. Mais effectivement, on agit pour le territoire à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on va accompagner des personnes qui sont en situation de précarité subie, on va dire, ou en tout cas qui sont en transformation, et on va leur permettre de créer un emploi ou de passer par la coopérative pour aller vers un chemin. Voilà. En tout cas, ils ne portent pas le risque financier, juridique d'un choix social ou d'un choix d'emploi. Et donc c'est à ce titre-là qu'on rentre par la coopérative. Donc voilà. Si après vous êtes en CDI à temps plein, on ne vous prend pas en fait dans la coopérative. On ne prend pas de personnes qui sont à temps plein parce qu'on considère qu'elles n'ont pas l'énergie, le temps, et par expérience, on l'a vu, la disponibilité mentale et physique pour créer un autre projet à côté. Donc on ne prend que des personnes à temps partiel ou en situation de libre activité. Voilà. Merci pour cette explication et ce témoignage. Je me tourne du côté de la salle. Est-ce que des questions arrivent de la salle qui souhaiteraient poser une question? Alors, à la fois sur le modèle coopératif ou revenir sur le modèle de l'emploi mutualisé, comme bon vous semble, où tout a été clair et limpide. Si. Moi, je me demandais du coup sur le modèle de l'emploi coopératif, comment ça se gérait concrètement la gouvernance collective? Parce que du coup, vous êtes nombreux quand même. Et pour avoir l'expérience du collectif, on est moins nombreux. On se rend compte que ça prend quand même du temps et que c'est vrai que c'est aussi beaucoup. Enfin, une fois qu'on a déterminé les outils qui permettent que ça se passe mieux, en général, quand même. Enfin, nous, c'est notre expérience, ça se passe mieux. Alors, sur les modèles CAE, je pense que c'est complexe, mais c'est peut-être plus facile. On ne fait pas de programmation culturelle, par exemple. La codécision, elle se fait sur les temps d'assemblée générale, en fait. Donc, en fait, on valide un rapport d'activité, on valide des axes stratégiques, et après, on a une équipe d'appui qui peut être... Dans l'équipe d'appui, il n'y a que moi qui ne suis pas associée, donc tout le monde est associé aussi. Et en fait, le projet, c'est un peu le fonctionnement d'une association, c'est-à-dire qu'on va il y a une équipe pilote qui va stratégiser un projet, qui va poser des grands axes, ils sont validés, l'année d'après, voilà. Et après, il y a un comité de surveillance qui va être mis en place là, parce qu'on a dépassé, voilà, donc eux, ils vont surveiller la co-gestion. Donc là, c'est les co-gérantes. Et les co-gérantes, je dis gérantes parce que c'est deux personnes féminines, elles ont en charge la signature, elles vont gérer les actes officiels administratifs, elles signent sur tous les documents, etc. Donc ça sert à ça le conseil de surveillance, ça vient surveiller, mais plus que surveiller, protéger la co-gérance. Voilà. Après, au niveau du modèle CAE, donc nous on a un responsable financier administratif et en fait on a une comptabilité analytique par porteur de projet. Donc là c'est un travail vraiment assez colossal, mais en gros on a un responsable financier qui pilote 80 portefeuilles voilà, qui gère ça. Donc il y a un gros enjeu de pas faire CTRL-C, voilà, d'être très carré sur le tableur Excel. Donc ça, c'est le poste un peu, voilà. Et après, sur l'accompagnement, donc on fait de l'accompagnement individuel. Donc les suivis sont pareil, on a des... Je pourrais pas rentrer en détail, ça prendrait trop de temps, mais en gros, moi, je vois tout le monde individuellement tous les 2 mois. Et on dit qu'un chargé d'accompagnement, c'est entre 30 et 40 porteurs de projets. C'est pour ça que je disais qu'on n'avait pas la capacité de développement. C'est parce qu'on sait que pour se développer et faire bien le travail, c'est 30 à 40 porteurs de projets. Tant qu'il n'y a pas 30 à 40, enfin, il faut un chargé d'accompagnement. Et chaque chargé d'accompagnement a la charge de gérer son collectif, on va dire, à la fois individuellement et collectivement. Donc il va animer du collectif, des groupes de travail, des temps d'échange, ça va être des groupes métiers, on a des parrainages aussi, on fait du co-développement, on va avoir des groupes thématiques, enfin on peut avoir, puis c'est aussi aux besoins, c'est-à-dire que y a une envie de travailler sur, je sais pas moi, la thématique audiovisuelle, on y va, voilà, ça va remonter aussi comme ça, et ça va changer chaque année. Donc chaque chargé d'accompagnement anime finalement un collectif. Après, les co-gérants gèrent la partie plutôt structuration administration. Une partie des associés gère la gestion et voilà. Et après, il y a l'assemblée, donc avec tout le monde qui prend les décisions collectivement.
c'est pas que c'est pas facile, c'est qu'il faut être vigilant au seuil. C'est-à-dire que là, on a atteint les 100 personnes et c'est maintenant, là, typiquement maintenant, qu'il faut pas faire de conneries. Voilà. On pourrait se dire, on se développe à l'échelle de la Grande Aquitaine, on prend 400 personnes de plus et on ferme les yeux. Mais en fait, là, non. Là, typiquement, la dernière Assemblée Générale, ça a été stop, on préserve, on fait attention et on dépasse pas le seuil des 100-150, sinon ça va être tendu. Ouais. Voilà. Autre question ? Oui. Bonjour. Moi, j'ai une petite question sur les conventions collectives par rapport à l'AGEC. Est-ce que vous êtes rattaché à quelle convention ? Et du coup, sur la coopérative, est-ce qu'il y a une convention collective et si oui, laquelle ? Alors, je ne suis pas la bonne personne pour ça. Sur la convention collective, je pense qu'on est sur des conventions collectives d'entreprises de proximité, en gros. Donc, on n'est pas du tout dans le champ culturel, je pense. Ça, c'est quasi sûr. On est, en tant que CAE, plutôt affilié au champ de l'ESS et de l'aide à l'entreprise. Donc, on va intervenir, on va être dans ce secteur-là. Après, je suis désolée, je suis vraiment pas... Moi, c'est pas du tout mon dada, l'administration. C'est aussi pour ça que je suis en coopérative en tant que salarié. C'est que j'ai pas toutes les infos administratives. Et concernant les groupements d'employeurs, donc comme je l'ai évoqué, il y a 2 groupements d'employeurs. L'un qui accompagne les structures fiscalisées, il est sous la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, la CCNEAC. Et le groupement historique, qui est l'AGEC, est sur la convention ECLA, anciennement la convention collective de l'animation. Ce sont donc nos conventions qui s'appliquent au contrat de travail de nos salariés, même si concernant le temps de travail et l'émission, voilà, le salarié il travaille directement auprès des associations. Moi, je voulais juste préciser, par exemple, donc je suis salarié AGEC sous la convention de l'animation, mais je travaille pour la compagnie Santoile qui est sous la convention du secteur privé. Et bon, là, je viens de changer d'association, mais j'étais avant avec la compagnie Lucie qui était sur la convention publique. Donc, dans le concret de mon travail, je devais travailler avec ces 2 conventions, même si moi, j'étais pas rattachée à ces 2 autres. Donc, c'est une petite complexité qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y aurait une autre question ou partage d'expérience, d'interrogation ? Oui. N'hésitez pas à vous présenter. Merci, Maëlle Prévota. Je travaillais pour l'Institut Don Bosco, donc beaucoup plus secteur social et SES que culture. Et alors, 2 questions techniques rapides. L'AGEC œuvre sur toute la région de la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez dit que vous œuvrez sur 6 départements. Est-ce que vous pouvez préciser lesquels, s'il vous plaît ? Et ma question est plutôt, si je comprends bien ou si j'ai bien compris, finalement, tous ces dispositifs permettent quand même d'éviter le statut, et ça y est, ça m'échappe, le statut d'intermittent. Donc c'est une façon de préserver ou de protéger le salarié ou l'artiste. Est-ce qu'à terme, ça peut pas peut-être nuire au statut d'intermittent ou risquer de le... Est-ce que tous les intermittents ne devraient pas se mettre dans ce genre de dispositif à terme ? Qu'en pensez-vous ? Voilà, merci. Alors, effectivement, c'est un parti pris, nous, d'œuvrer pour le salariat. Après, tout un chacun ici dans cette salle a des besoins professionnels, des attentes professionnelles qui sont différentes. L'intermittence peut être tout à fait adaptée à une personne et ne pas l'être pour une autre. Ou peut-être qu'une personne va se retrouver et va avoir un temps dans sa vie où il va souhaiter être auto-entrepreneur parce que ça lui correspond, mais au bout de quelques années, peut-être que ça ne lui correspondra plus. Nous, l'idée, c'est de pouvoir proposer ça au secteur culturel et ESS, ce modèle salarial, du salariat. Oui, et après, nous, en tout cas, au niveau de l'emploi partagé, elle l'a précisé Florence tout à l'heure, mais on est vraiment sur des salariés, on va dire, d'administration ou de médiation, des corps de métier qui ne sont pas censés faire partie de l'intermittence. Donc voilà, en fait, c'est aussi ça. Et après, effectivement, il y a une défense du salariat, voilà, comme pour un modèle de société, mais qui est complémentaire avec d'autres statuts, auto-entreprise ou intermittence, bien sûr.
Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas pris le temps de présenter l'ensemble des professions et des métiers de nos salariés AGEC, mais ce ne sont normalement pas des métiers qui sont sur l'intermittence. Voilà. On a des chargés de production, de diffusion, on a des administrateurs, des gestionnaires comptables, des gestionnaires de paye, des chargés de communication, des libraires, des médiateurs cinéma, on peut avoir médiateur théâtre, médiateur voilà. Non voilà, on peut avoir aussi des chargés de projet, on peut avoir des assistants sur la formation, des assistants administratifs, voilà. C'est très varié et c'est vrai qu'on n'a pas dans nos salariés des artistes comme un acteur de théâtre. Voilà. Charlotte, tu voulais répondre ? C'est bon ? Oui. Donc nous, on est sur les départements donc Expoitou-Charentes et Gironde-Dordogne. Donc pas le Limousin et pas le Sud-Aquitain. Et pour l'intermittence, je partage tout à fait ce que dit Sébastien, c'est qu'en fait l'intermittence ça correspond à certaines personnes et c'est très bien, il faut que ça soit conservé. Nous, dans le côté pourquoi garder l'intermittence, nous on reste quand même une société coopérative, c'est-à-dire qu'il y a une forte quand même dose d'engagement ou de participation, ou en tout cas de jeu collectif, qui n'est pas non plus infaisable. Mais il y a des personnes à qui ça ne correspond pas et tant mieux pour eux et qui ne viennent pas dans la coopérative. Voilà. Et du coup, nous on préfère aujourd'hui dire qu'on est un outil parmi les paysages de statut possibles, qui peut être aussi, comme le disait Sébastien, correspondre à un moment donné du parcours de vie, ou être aussi un choix et répondre et venir compléter un fonctionnement d'une personne qui a vraiment besoin d'être dans ces logiques-là. Pareil, ça vient aussi quand même enlever des épines dans le pied à l'intermittence pour des gens qui sont borderline sur ces statuts et qui le vivent mal en fait aussi. Donc là-dessus, on est là, voilà, vigilant à ça. Et il y avait une autre question, je me souviens plus sur la fin, mais ouais. En tout cas, on ne vient pas prendre un statut, on ne va pas supprimer un statut, c'est pas trop l'objectif, comme le statut artiste-auteur d'ailleurs. Voilà. Sur cette question de l'intermittence, Chloé ou Caroline, est-ce que vous avez envie d'intervenir ? Oui, moi je veux bien en parler un peu aussi. Donc effectivement, le début de ma carrière professionnelle, j'étais intermittente. Évidemment, comme je commençais, j'ai été contente de tendre vers ça parce que ça m'a permis quand même de m'assurer des revenus stables. Même si dans ma tête, faire partie des gens qui dépendent de Pôle emploi et donc qui ne sont pas considérés comme la masse de travail de la France, etc. Enfin, c'est pas agréable comme aller-retour en fait pour soi-même, je trouve, même si ça nous assure quand même de la stabilité, évidemment. Encore plus quand on est dans l'administratif, parce qu'effectivement on se demande pourquoi on est intermittent, parce que honnêtement on fait ce qu'on appelle de la permittence, parce que nos missions sont absolument nécessaires et reviennent au quotidien. Et donc, mais on est dans des structures qui ont des économies beaucoup trop faibles pour nous embaucher autrement. Donc on s'arrange chacun de son côté, on s'arrange avec cette conscience à cet endroit-là. Et effectivement, enfin, c'est beaucoup plus logique que les artistes et que les techniciens en bénéficient pleinement et que les administratifs soient enfin reconnus pour leur travail plus complet. Enfin, pas plus complet, c'est pas plus complet, mais qui est peut-être organisé différemment surtout. Donc sortir de ce cadre de l'intermittence, même si on a énormément de chance que ce statut existe en France quand même et qu'il faut le défendre absolument. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Merci. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du salariat du point de vue du salarié, mais il est important pour nous aussi de préciser que même si nos associations ou nos adhérents reçoivent une simple facturation mensuelle, ce n'est pas de la prestation de service. On reste aussi sur la relation salariale entre notre co-salarié et l'adhérent. C'est-à-dire que c'est à l'adhérent de suivre les missions, de donner des missions, et nous on ne va pas mettre notre nez sur le nombre de lignes comptables que le salarié a saisies, le nombre de dossiers de subvention qu'il a monté, le nombre d'actions de médiation en cinéma qu'il a réalisé. Ils ont vraiment une relation salariale sur un temps défini de manière annuelle. Voilà, même si le cinéma a entre guillemets rien à gérer sur l'aspect RH employeur, puisque c'est nous qui transmettons une simple facturation mensuelle. Enfin,
Oui, voilà, il y a du suivi opérationnel. Voilà, on est vraiment sur le suivi des missions qui est important parce que voilà, c'est pas de la prestation de service, c'est une relation salariale et c'est bien parce que ça permet à l'adhérent de créer une vraie relation avec le salarié, alors que quand on est avec par exemple, si je reste sur la comptabilité, on va avoir juste un prestataire, il change sans arrêt et il connaît rien au projet en général sur lesquels il est en train de saisir des lignes. Tu parlais, Sébastien, de cinéma. À propos, on voulait proposer aussi un petit focus cinéma, peut-être très rapide, mais en tout cas, parce que vous travaillez aussi spécifiquement avec les salles et sur des missions de médiation, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Depuis 2018, on a donc des médiateurs cinéma sur l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des postes qui sont cofinancés par la région et le CNC. On a aujourd'hui donc 9 postes de médiateurs cinéma qui travaillent auprès, donc, pour la plupart de 4 salles, voire auprès d'un réseau de salles. Ces postes de médiateurs cinéma, pour expliquer un petit peu ce qu'ils font, ils peuvent être amenés, du coup, ils sont amenés à créer du lien avec le public, à créer du lien aussi au niveau des territoires, entre des salles qui n'avaient pas l'habitude de collaborer ensemble, en créant par exemple des festivals de cinéma en plein air, des festivals thématiques, en s'appuyant sur le réseau SINA, par exemple, en faisant venir des réalisateurs, des acteurs, faire des présentations avant séance, des ciné-goûtés, un festival de films avec des animations par exemple sur la thématique de Halloween qui viennent juste de se passer. Voilà. Donc on a 9 postes de médiateurs cinéma qui interviennent sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Ces postes-là sont de l'emploi partagé, comme pour tous nos autres adhérents, sauf que ce sont des salles en propre ou alors des salles municipales qui sont adhérentes. C'est l'action de nos médiateurs cinéma, donc on fait un bilan annuel de leurs actions et on voit l'impact territorial avec un retour du public qui n'est pas encore au niveau de 2019 mais qui est au-dessus des moyennes nationales concernant les salles où interviennent nos médiateurs. Voilà. Ça permet aussi de créer une meilleure visibilité presse, d'avoir des actions conjointes entre plusieurs salles. Merci. Après, à votre écoute, si vous avez des questions sur ce dispositif-là, puisqu'on va avoir normalement 9 postes qui devraient être créés, une dizaine de postes qui devraient être créés en plus en 2023. Voilà. Je regarde la salle où une petite question là-bas. Alors moi c'était je voulais réagir plutôt sur la partie avant. Donc je m'appelle, je me suis pas présenté tout à l'heure, Samuel Suir, je fais partie de la Chaloupe à Niort. Donc moi je suis chargé de diffusion et de production salarié par une seule structure, permanent. Donc, mais ça m'intéresse de voir par rapport à la diffusion, comment vous le gérez par rapport à un groupement d'employeurs. J'ai travaillé avant avec plusieurs structures, passé très peu par l'intermittence, très vite passé par l'emploi au régime général. Et on s'était intéressé, il y a un groupement d'employeurs sur Niort qui est assez petit, mais on s'était intéressé pour que mon poste soit mutualisé, enfin passe par le groupement d'employeurs justement. Et il y avait cette problématique un peu de jours définis vers une structure, sachant que la diffusion, on le sait bien, je pense que vous êtes concernés, c'est-à-dire que même si vous y travaillez le vendredi, les gens ne vont pas forcément vous appeler le vendredi pour le spectacle. Donc est-ce que vous leur dites de rappeler vendredi? Et du coup, voilà, comment ça peut gérer? Parce que effectivement, et je fais partie aussi du collectif, du groupe métier de chargé de diffusion de l'agence. Et on se pose pas mal ces questions autour de l'emploi et effectivement de la charge de travail, etc., de travailler plus que le cachet pour lequel on est payé par mois, etc., etc. Le groupement d'employeurs, à mon avis, peut être une vraie solution, mais du coup, comment ça se gère au quotidien? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, je continue, ça fait donc quelques mois que j'ai démarré, donc je continue à m'interroger sur mon organisation, etc. à ce niveau-là. Alors, d'abord, pour moi, il y a quelque chose qui est important, c'est que les personnes qui adhèrent à la GEC, elles sont conscientes qu'on est des salariés en emploi partagé, que effectivement dans la réalité des choses on dit le lundi c'est structure A, le mardi c'est structure B, le mercredi c'est structure C, mais s'ils savent que on a été embauché pour de la diffusion, potentiellement nos missions de diffusion elles vont aussi être pour les autres structures, donc il y a de l'intelligence commune et humaine franchement qui est présente et heureusement.
Je pense que les gens qui adhèrent au groupement, ils ont aussi ça en tête, c'est-à-dire que pour eux, c'est une solution pour réussir à mener à bien certaines missions, peut-être pérenniser des choses pour leur structure, mais que effectivement, il va falloir partager et donc être dans la conscience de ce partage. Ensuite, moi, pour le coup, il se trouve que je travaille pour, par exemple, les 2 compagnies de théâtre. Elles ont des univers et des thématiques abordées qui peuvent se recouper un petit peu et se rapprocher. Donc moi, ça m'aide dans mon travail de diffusion. Et donc, je commence quand je me présente, à expliquer que je suis multicasquette, que je travaille pour un groupement d'employeurs, que je travaille pour 2 structures et que j'aimerais leur parler du travail peut-être de 2 structures. Quand dans un cas pratique où, par exemple, j'appelle à un endroit que je ne connais pas, où je me dis, voilà, là c'est spectacle vivant, et j'ai 2 structures qui sont en théâtre, spectacle vivant. Donc il y a de l'intelligence collective, je dirais, mais ça reste encore dans les interrogations. J'en parle un peu avec les compagnies pour lesquelles je travaille, et je leur dis, tiens, aujourd'hui, là, il faut que je passe 1 heure au téléphone pour compagnie A parce que j'ai un truc à régler, et en fait, on s'arrange entre nous, enfin, on communique beaucoup et on travaille aussi. On déclare nos heures de travail auprès de l'AGEC. Et donc, en fait, on peut dire que le mardi, normalement, c'est structure A, mais en fait, entre 10h et 11h, j'ai fait 1 heure pour structure B. Parce que le principe de nos contrats, c'est qu'ils sont, j'allais dire harmonisés, pas harmonisés, lissés sur l'année, merci. Donc en fait ça permet ce petit ce jeu annualisé, merci. Voilà, ça permet ce jeu. Mais donc c'est de l'intelligence commune et collective qu'il faut mettre en place, et il faut beaucoup communiquer. Je pense, d'abord. Oui, nos adhérents, effectivement, en passant par l'AGEC, peuvent bénéficier donc d'une relation salariale sur un budget et un temps qui est limité. Et évidemment, ça a des contreparties, comme permettre aux salariés de prendre 2 semaines de congés consécutifs et de se mettre d'accord là-dessus. Ils ont un temps de travail qui est annualisé. Chaque adhérent valide un socle de mission pour notre salarié et un temps de travail annualisé. Ce qui fait que même si notre salarié doit travailler les lundis, mercredis, on va dire 7 heures dans la journée pour tel adhérent, elle peut faire une journée un peu plus conséquente et travailler 1 heure de plus pour un autre adhérent parce qu'elle a reçu un appel ou quelque chose qui était urgent. Ça marche en production-diffusion, mais ça peut marcher aussi pour une administratrice qui a un dossier de subvention urgent et qui va du coup faire une grosse journée un autre jour. Si elle fait plus d'heures sur une semaine que ce qui est prévu, elle aura un week-end de 3 jours à un moment donné ou une semaine de récupération en plus tard, puisqu'on a un accord de modulation de temps de travail. Merci. Autre question, intervention? Ou précision de la part de nos invités? Oui, Florence. J'ai une question du coup pour la coopérative. Du coup, par exemple, les artistes qui travaillent au sein de la coopérative, ils facturent par exemple pour la mise en scène, si c'est une association ou un théâtre qui fait appel, vous facturez la prestation, la prestation de mise en scène, ou parce que dans ma tête, je pensais que quand les métiers étaient réellement dans l'annexe 8 et 10, c'était forcément de l'intermittence. Ouais. Ouais. Sauf que la réalité, c'est pas ça déjà. Il y a déjà de la facturation, si on doit parler de l'illégalité du travail culturel, il y a déjà de la facturation et il y a déjà de l'emploi détourné partout. Donc effectivement, on est sur ce bord-là. On a collectivement pris plusieurs avocats au niveau national avec les autres coopératives d'activité d'emploi. On est en pourparlers sur ces endroits-là. Pour l'instant, on a pratiquement plus d'employeurs qui préfèrent facturer que de faire de l'intermittence. C'est la réalité. Voilà. Donc je sais qu'on va atteindre des sujets qui vont un petit peu bousculer, mais là, sur les nouvelles formes d'emploi, clairement, un des freins de la précarité, c'est aussi cette structuration qui en fait est empêchante. Et c'est ces empêchements qu'on a créés en voulant bien faire les choses, j'imagine, à l'époque, qui font qu'aujourd'hui, on a des précarités partout. Donc nous, les empêchements, on a essayé de les construire dans nos fondamentaux pour ne pas les avoir.
Donc maintenant, on est conscient qu'on est sur ces sujets-là. Après, aujourd'hui, ce qu'on fait le choix, c'est très transparent, on fait le choix, il n'y a personne qui ne sait pas quand il vient à la coopérative. Pour l'instant, on n'a aucun souci à ce niveau-là. Même les avocats, c'est pas tellement là-dessus qu'on est le plus embêté pour nous. Notre embêtement, il est sur la TVA qu'on met aujourd'hui sur la vente d'œuvres, elle est à 20%, et on aimerait la faire passer à 5,5%. Comme dans les autres possibilités. Donc ça, c'est un débat qu'on a au niveau fiscal, au niveau national. Et là, on est en train de travailler là-dessus. On fait intervenir aussi l'UFISC, Opal. Voilà. L'idée, c'est de faire du plaidoyer et c'est de montrer qu'en fait, l'entreprise partagée, c'est pas forcément, c'est pas une entreprise classique en fait. Et donc, il y a certains avantages qui pourraient être intéressants aussi pour elle, surtout dans le secteur culturel. Donc voilà. Il y a des lignes. Ouais. En ce qui concerne mon contrat de mise en scène, ça c'est un cas spécial parce que je travaillerai en Allemagne. Donc en Allemagne, ce système d'intermittence n'existe pas. J'ai un contrat de mission, pourrait dire, mais je passe tout de même par la coopérative pour faire contrôler mon contrat et pour avoir la facturation par la coopérative. Donc ça aussi, ça me rassure. J'ai pas besoin d'aller chercher un conseil juridique que je paye à l'externe où je saurais même pas où trouver. Donc ça aussi, c'est un grand avantage. Je vais juste rajouter une chose, c'est que là où le droit a positionné quelque chose d'assez fort, c'est qu'en gros on ne peut pas salarier une personne au régime général si elle est intermittente. C'est à transformer du chiffre d'affaires en intermittence, ça c'est aujourd'hui interdit, on perd la fonction employeur. Donc nous, si tous nos salariés sont bien en CDI chez nous et on ne fabrique pas du cachet. C'est pas vrai. Voilà. Donc ça c'est aussi on en parlait hier des mythologies. Des mythologies à défendre sur les coopératives ne fabriquent pas du... Il y en a dans l'histoire qui l'ont fait parce que c'était aussi des expérimentations de statut, etc. Elles ont perdu la fonction employeur aujourd'hui. Donc non, on fabrique pas d'intermittence. Merci. Peut-être une dernière question éventuellement, où on s'approche de la conclusion. J'ai bien l'impression. Merci à toutes et tous, à nos invités. Je rappelle que cette table ronde sera disponible, donc le podcast sera disponible sur le site de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, comme l'essentiel des rencontres de ce forum. Vous pouvez bien sûr retrouver les informations de Consortium Coopérative sur le site, et de même pour le groupement d'employeurs AGEC Culture sur le site internet pour les contacts. La suite du forum, ça se passe à la MECA, donc et pour le déjeuner, et pour cet après-midi, et pour demain. Et on remercie encore 3IS pour l'accueil. Bon après-midi.